Nalazimo se ispred zgrade na kojoj će biti otkrivena memorijalna ploča Jovanu Dučiću u Ženevi. Postavljanje memorijalne ploče inicirala je ambasada Srbije u Švajcarskoj povodom 75 godina od smrti čuvenog pisca i diplomate. Je m'appelle Rémi Pagani, je suis conseiller administratif de la ville de Genève, à l'exécutif de la ville de Genève. Et je suis très heureux de faire votre rencontre. Et puis, j'aimerais dire que si j'écorche certains noms d'entre vous, il ne faut pas m'en vouloir parce que je ne maîtrise pas encore le serbe. Le serbe, voilà. Voilà. Et puis les gens qui m'accompagnent aussi, je vais aussi écorcher sûrement leur nom. Enfin, voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes ici rassemblés pour inaugurer cette plaque épigraphique offerte à la ville de Genève par la République serbe. Mesdames et messieurs, monsieur l'ambassadeur de la République serbe auprès de la Confédération suisse, monsieur Saepanovic, j'espère, voilà, bon, ça commence déjà bien. Mesdames les conseillères municipales, s'il y en a, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur l'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine, Kraonvac, c'est juste? Voilà, qui est ici. Bravo, merci beaucoup. Je laisserai se présenter les intervenants parce que vu comme c'est parti, ça ne va pas le faire. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue pour assister au dévoilement de la plaque épigraphique à la mémoire de l'écrivain, poète et diplomate serbe Ivan Dučić. Dučić. Ça y est, encore une fois, ça fait 4. Hein. Né en 1874, c'est à Genève que Jovan Dučić a effectué une partie de ses études entre 1899 et 1906. À la faculté des lettres et sciences sociales de l'université, qui est juste derrière. C'est ici, au 32 rue de Candolle, qu'il a logé alors qu'il était étudiant. Jovan, on va l'appeler comme ça, est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands auteurs serbes, le prince des poètes de Serbie. Les années passées à Genève ont considérablement marqué son œuvre littéraire. Durant cette période, entre 1900 et 1908, il écrivit notamment 4 lettres de Suisse, donnant ses impressions à propos des paysages, de la culture, de la population. En parallèle à ses activités de poète et d'écrivain, Jovan a également mené une carrière diplomatique. Il retrouve Genève en tant que représentant permanent du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, rebaptisé ensuite Royaume de Yougoslavie. Après, auprès de la Société des Nations, entre 1924 et 1925, dans l'entre-deux-guerres. Jovan se distingue aussi par un fervent patriotisme serbe qu'il cultive jusqu'à sa mort aux États-Unis en 1943. En 2000, son vœu d'être enterré dans son village natal de Čepinje, en Bosnie-Herzégovine, a été exaucé. Aujourd'hui, par la pose de cette plaque épigraphique, c'est l'occasion de lui rendre hommage tout en vous faisant découvrir et en faisant découvrir aux Genevois et aux Genevoises cet auteur peu connu, enfin j'imagine que vous le connaissez superbement bien, parce qu'il est peu connu en ville de Genève. J'en profite pour saluer l'importante communauté serbe en Suisse de Genève.
Je vous remercie de votre attention. Donc, je vais laisser les personnes qui me succèdent se présenter. Bonjour, je suis Snežana Janković, l'ambassadrice de Serbie en Suisse. Monsieur Pagani, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, aujourd'hui est un jour très précieux pour la Serbie, pour tous les Serbes dans la Suisse et pour la coopération culturelle entre nos deux pays. On se trouve auprès de la plaque épigraphique douée à Jovan Dučić, le doyen de la littérature serbe et de la diplomatie serbe, qui a passé une partie considérable de sa vie dans cette place. Jovan Dučić, serbe né à Trebinje en Bosnie-Herzégovine, ayant fini l'école pédagogique, s'est rendu en 1899 pour faire ses études sur les bords du lac Léman. À ses 25 ans, grâce à la bourse du royaume serbe. Dans ce moment-là, il était déjà connu au public domestique en tant que poète. Les 6 ans suivants, il a passé à Genève, toujours changeant son adresse, mais la plus grande partie de ses jours étudiants, il a passé exactement de la rue de Candolle à la proximité de la faculté où il avait fait ses études. Les années passées à Genève lui ont ouvert les proches contacts et les rencontres avec les tendances les plus modernes de la littérature et la philosophie mondiale, ce qu'il va ensuite formuler d'une manière ultime en concordance avec son propre style poétique et prosaïque. Ses œuvres sont caractérisées d'une expression littéraire lyrique sublime par la raffinité, l'élégance, la sensibilité et la perspicacité de l'esprit, pendant que la principale caractéristique de sa poésie est une mélodicité exceptionnelle. Après avoir fini ses études à Genève, 1906, Jovan Dučić est entré en service diplomatique du Royaume de Serbie. 1924, il est nommé représentant permanent de notre pays, séjour connu par le nom le Royaume de Serbes, des Croates et des Slovènes auprès de la Société des Nations à Genève. Puis il a passé une année de sa vie dans cette ville pour la 12e fois. Genève était un des points d'arrêt très importants dans sa carrière richissime, au cours de laquelle il était en service diplomatique, soit en Athènes, Budapest, Rome, Caire, Lisbonne, Bucarest, Madrid. Cette année aura fini 75 ans, année de son décès. On avait considéré de notre devoir d'honorer son grand écrivain, penseur et diplomate en revenant au fil qui le relie avec la Suisse et par lui-même aussi à la longue tradition des liens culturels et éducatifs entre nos deux pays. Il n'est qu'un de nombreux intellectuels serbes excellents qui ont acquis une partie de leur éducation dans ce pays. Dučić a glorifié dans ses œuvres la beauté de la ville de Genève, la luminosité du lac Léman, le bleu du ciel genevois. Il considérait que la Suisse fut devenue un pays qui a conquis l'idéal de l'harmonie et d'une tranquillité intérieure ultime. Les œuvres de Dučić sont encore aujourd'hui très populaires en Serbie. Plusieurs rues, écoles et bibliothèques sont nommées par le nom de cet écrivain célèbre. Dans sa ville de naissance, Trebinje, chaque année est organisée la manifestation Les Soirées de Dučić, au cours desquelles on attribue au poète le prix prestigieux Jovan Dučić. Aujourd'hui, on a l'honneur que M. Milovan Danoilić, un des écrivains plus distingués de la littérature serbe contemporaine, et aussi un des gagnants du prix Jovan Dučić, va nous parler de l'œuvre de Dučić. Je me beaucoup réjouis de ces paroles et je le remercie d'avoir accepté de magnifier cet événement par sa présence. Dans notre compagnie aujourd'hui se trouve aussi M. Slobodan Despot, l'écrivain et le traducteur,
qui traduisait les œuvres de Dučić et que nous allons prier de nous lire un fragment de la première lettre de Suisse. Par cette occasion, je remercie cordialement la ville de Genève d'avoir aidé notre demande pour l'emplacement de la plaque épigraphique et en commun avec l'ambassade, valait la peine de travailler pour que cette idée se transforme en réalité. Je prie d'agréer mes remerciements aussi le ministère de la Culture et de l'Information de la République Serbie, qui a soutenu avec un grand enthousiasme notre initiative et fait le don de cette plaque épigraphique. Un grand merci on doit aussi à M. Pierre Bosson, le propriétaire du bâtiment où Dučić vivait, et à l'entendement de l'importance historique et culturelle de cet événement. Merci beaucoup. Aussi, je remercie mes collègues de la mission permanente de République de Serbie auprès des Nations Unies à Genève pour une aide généreuse et bien sûr l'équipe de l'ambassade de Serbie en Suisse qui a travaillé avec diligence dès le début de l'année sur ce projet. Je remercie tous les venus à la découverte de la plaque épigraphique qui ont ainsi fait l'honneur à célèbre Jovan Dučić, écrivain et diplomate serbe éminente, votre concitoyen de jadis et une grande amie de la Suisse. Enfin, je vous prie de me laisser vous lire un des plus connus poèmes de Dučić, dans son original en langue serbe. En écoutant la mélodie magique de ces vers, pour un instant, laissons-nous imaginer Jean Dučić dans cette place, où il venait tous les jours depuis une centaine d'années, absorbant la beauté de cette région et formulant ces vers éternels. Pesma ženi. Ti si moj trenutak i moj sen, i sjajna moja reč u šumu, moj korak i bludnja. Samo si lepota koliko si tajna i samo istina koliko si žudnja. Ostaj nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći više nego sreća. Budi bespovratna kao mladost. Neka tvoja sen i eho budu sve što seća. Srce ima povest u suzi što leva, u velikom bolu ljubav svoju metu. Istina je samo što duša prosneva. Poljubac je susret najlepši na svetu. Od mog priviđenja ti si cela tkana, tvoj plašt sunčani od mog sna ispreden. Ti beše misao moja očarana, simbol svih taština, porazan i leden. A ti ne postojiš, nit si postojala. Rođena u mojoj tišini i čami, na snu moga srca ti si samo sjala, jer sve što ljubimo stvorili smo sami. Merci pour votre attention. Je vais vous dire quelques phrases que vous avez déjà peut-être entendues. Pour vous rappeler la mission. L'importance de la personnalité qu'on honore aujourd'hui. Jovan Dučić, 1872-1933, est parti pour l'Europe occidentale alors qu'il était déjà un poète de renom, réputé dans tous les pays serbes de l'époque. De son premier recueil de poèmes, dont il avait laissé le manuscrit à Mostar, Bogdan Popović prendra plusieurs pièces pour les inclure dans sa célèbre anthologie. Néanmoins, son départ pour Genève, où durant 6 ans, des études à la faculté de la philosophie et sociologie, marquera un saut qualitatif
dans sa formation intellectuelle et un tournant dans sa vie privée. Les premières contributions matérielles pour assurer son séjour en Suisse ont été collectées par les amis de Mostar, par les écrivains, les poètes de sa ville où il a vécu. Le gouvernement serbe prendra ensuite en charge ses études ici. Le vieux pays paysan, la Serbie, libérée du joug ottoman, rejoignait à grands pas la modernité, conscient de la nécessité de renouer des liens avec une civilisation à laquelle il appartenait autrefois. Berlin, Vienne, Munich, Trieste, Paris, Heidelberg et Genève étaient pour notre élite de l'époque les vestibules d'une civilisation vers laquelle aspiraient les meilleurs et les plus talentueux parmi nous. Nos aïeux y venaient pour retourner dans leur pays plus à même, encore à l'aider dans son développement. Le roi Pierre Ier, qui s'inspirait de l'œuvre de John Stuart Mill et nous a laissé une traduction de son traité sur la liberté, lui-même a fait ses études à Metz, à Saint-Cyr et ici, dans ce beau pays, à Genève. L'Europe, pour nos ancêtres, était un noble idéal, une direction sociale et spirituelle à suivre et pas une contrainte de donner des leçons qui punit les insoumis. Nous prenions librement ce dont nous avions besoin, ce qu'on pourrait inclure dans nos traditions, sans être malmenés et surveillés par une quelconque commission bureaucratique omnisciente, pour ne pas dire de Bruxelles. Voilà comment et pourquoi notre grand poète se trouvait ici, à la fin du XIXe siècle, à Genève, une ville marquée par la francité et pour lui aussi, si proche à son cœur. Ses études terminées, à l'orée de la 4e décennie de sa vie, il entra au ministère des Affaires étrangères, comme vous venez d'entendre de Madame l'ambassadrice, dont il rejoindra le service diplomatique en 1910. Gravissant les échelons de secrétaire jusqu'à l'ambassadeur et le ministre plénipotentiaire, l'ancien instituteur dans sa pauvre et courageuse Herzégovine occupait des postes prestigieux à Constantinople, Sofia, Rome, Athènes, Madrid, Genève, Le Caire, Budapest, Bucarest et Lisbonne. De cette vie presque entièrement passée à l'étranger, au service de sa patrie, il y a peu de témoignages directs et concrets. En dehors de ceux qu'on trouve dans ses poèmes, ses essais et récits du voyage, cette plaque gravée dans une ville qu'il a tant aimée gardera le souvenir de son double séjour parmi vous. Voilà.
Vous l'avez entendu, mesdames et messieurs, Jovan Dučić était un grand poète de sa langue, c'était aussi un grand serviteur de son pays, un homme profondément enraciné dans sa culture serbe, mais également profondément enraciné dans la culture universelle à laquelle, comme vient de le relever Milovan Dajnović, la Serbie de son temps cherchait ardemment à se rallier. En tant que diplomate, il a beaucoup voyagé et de ses voyages, il a adressé des lettres. Ce sont des longues lettres, ce sont des vrais essais sur les divers pays qu'il a connus, qu'il a rassemblés dans un volume intitulé « Des villes et des chimères ». Et je vais vous lire maintenant un petit passage de sa première lettre de Suisse qui parle précisément d'un personnage qui a également marqué, et bien plus que lui, l'histoire de la ville de Genève. Je veux parler de Jean-Jacques Rousseau, évidemment. Il est cependant un poète qui fut authentiquement amoureux des Alpes. Et quel grand poète! Jean-Jacques Rousseau. Lui n'aimait guère les douces rives du lac de Genève qu'il avait vu naître, bien qu'il affirme que son cœur n'a jamais cessé de les hanter. Il aimait cette nature des Hautes-Alpes, tout en contraste, théâtre des catastrophes terrestres, ce terrible paysage où il n'est rien de spirituel, ni d'humain. Rousseau était le seul homme de son temps à aimer ce qu'il appelait la nature sauvage, solitaire, sans péché, vierge, et se dérobant à ses admirateurs, une nature tissée de confrontations et de vertiges. Les Romains aimaient la nature, et tout homme riche possédait comme César plusieurs retraites. Mais leur amour généralement allait moins au paysage qu'à l'agriculture. Dans leur nature, ils s'employaient davantage à labourer et à pêcher qu'à contempler le coucher du soleil ou le lever de lune. Camille et Cincinnatus quittaient leur labour pour se rendre au Sénat, tandis que le vieux Brutus et le vieux Caton s'adonnaient aux cultures fruitières. Au sens du XVIIIe siècle, l'idée de nature se résumait toute dans la beauté des jardins géométriques tels que les peignés Watteau et Pater. Ce sont des jardins qui parlent à l'esprit et non au cœur. La ligne, l'ordre, la loi, les proportions. Tout y est mesuré au cordeau et taillé au ciseau. Des eaux dans de grands bassins mesurés au litre et enfermés dans des cadres de pierre. Des cathédrales de pierre et des salons en arbustes. Des nymphes et des faunes disposés avec une précision mathématique. Versailles et Chantilly, Louis XIV et le duc d'Aumale, toute une noblesse intellectualisée et l'orgueil d'une grande lignée, un pouvoir partout exprimé en lignes, en points et en frontières vis-à-vis du monde entier. Rousseau, cependant, en proclamant la beauté de la nature sauvage, était le découvreur d'un monde nouveau. Non par ce goût inné de la contradiction et de la politique qui était le sien, mais vraiment par un tempérament d'homme fondamentalement primitif et sensuel. Rousseau l'a proclamé avec une force que nul n'avait eue avant lui, éveillant un intérêt pour la nature tout à fait nouveau dans la littérature mondiale. Avant lui, seul l'auteur de l'hymne au soleil, le saint d'Assise, avait contemplé la nature avec une telle ferveur, et seul l'anachorète volontaire du Vaucluse, Pétrarque, dans son De Vita Solitaria, avait précédé dans cette extase les rêveries d'un promeneur solitaire. Ce n'est qu'à travers la nature que Rousseau a connu Dieu, éprouvé l'amour pour la femme, trouvé un sens à sa vie. Sa nouvelle Héloïse, il l'amène sur le lac de Genève et dans son aire ténébreuse et sauvage, près de Vevey, dans un paysage qu'il considère comme le plus beau du monde. Il ne s'enthousiasme ni pour l'opulente campagne parisienne, ni pour les éclatantes beautés de la Touraine où il vécut pendant des années, mais pour le lac de Vevey, où il n'avait passé que quelques jours. Hamlet a dit qu'il n'y avait de beauté que dans les choses effrayantes, et Rousseau le répéta car il n'aimait que la nature, qui lui inspirait une sombre terreur. C'est ainsi que ce grand mystique, si souvent comparé à Luther et à Calvin, fut indubitablement le créateur non seulement de la pensée moderne, mais encore de la sensibilité moderne. Son sens de l'ordre social, Rousseau le tenait peut-être de la Genève de son temps, mais ses paradoxes sur la liberté lui venaient de sa précoce frénésie de nature. Laissons de côté son apologie de l'homme naturel, sa théorie de la bonté innée et sa haine de la civilisation, ce n'est là que sa réaction à la société de son temps, qui dépérissait dans l'air renfermé les conventions des salons et dans l'injustice sociale et l'hypocrisie. Mais son amour profond, sincère, démentiel pour la nature, a incontestablement sauvé la littérature du rationalisme sec et établi le sentiment et la liberté
comme la source des vertus les plus profondes de l'être humain. Il a légué aux romantiques qui ont suivi une vaste gamme de valeurs intérieures, jusqu'alors inconnues. Rousseau a fait crouler les antiques traditions sociales françaises et généralement rénové les formes de la pensée française. Et il a institué le cosmopolitisme d'esprit, si bien que Kant et Goethe l'ont considéré comme leur maître, et Byron et Walter Scott comme leur source d'inspiration. Tel Jules César, il a établi de nouvelles frontières et un nouvel empire. Dieu a créé les Alpes dans l'ivresse et la folie. Le poète Rousseau les a proclamées dans une extase érotique, de ce paysage près duquel il était né, et du paysage où il avait aimé une femme. Il a fait la patrie même du paysage littéraire. Il a amené le cœur humain au bord du lac de Genève, au moment même où ce cœur, desséché et tourmenté par la logique et la dialectique, s'était retrouvé en plein désert. J'ajouterai encore une chose. Madame l'ambassadrice m'a demandé si je n'avais pas par hasard traduit le poème consacré à la femme qu'elle a lu à la fin de son allocution. Je pensais que je l'avais traduit il y a quelques années, ce n'était pas le cas, alors je me suis dépêché de le faire pour cette occasion. Et je vais vous le lire pour que vous ayez aussi la connaissance de cette magnifique musique, mais dans la mesure où on peut la restituer en langue française. À la femme, donc. Tu es mon instant et mon ombre, et ma lumineuse parole dans un souffle, mon pas et mon languille. Tu n'es que beauté tant tu es mystérieuse, et tu n'es que vérité tant tu es désir. Reste inaccessible, muette et lointaine, car un rêve de bonheur est plus que bonheur. Sois sans retour comme la jeunesse, et puis que ton ombre et ton écho, eux seuls, me demeurent. Le cœur a son histoire dans la larme écoulée. Dans la grande douleur, l'amour voit son but. La vérité n'est que ce que l'âme a rêvé, le baiser, la plus grande rencontre qui fut. De ma chimère, tu es faite tout entière, ta cape solaire de mon rêve est tissée. Tu fus ma pensée tout ensorcelée, symbole des vanités, terrible et glacée. Mais tu n'existes, ni n'as existé même, né dans mon silence et ma langueur. Tu n'as fait que briller au soleil de mon cœur, car tout ce que nous aimons, nous le créâmes nous-mêmes. Mesdames et messieurs, je ne connaissais pas votre grand poète, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, comme je connais très bien Rousseau, je peux m'associer complètement à ce que son analyse de Rousseau, je crois que c'est une analyse extrêmement pertinente. Quant au poème, je le médite avec vous. J'en viens aux remerciements. Je souhaite, comme de coutume, remercier les personnes impliquées dans cette réalisation. Je propose d'applaudir tous les intervenants d'abord. Cette plaque épigraphique a été offerte à la ville de Genève par la République de Serbie, représentée par l'ambassadrice. Je salue toutes les personnes venues de l'ambassade de la République de Serbie à Berne, ainsi que la mission permanente de la République de Serbie auprès des Nations Unies. Bravo à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement. Le bâtiment sur lequel a été posée cette plaque épigraphique appartient à la Fondation patrimoniale Lombard-Réaudier, représentée par M. Pierre Bosson, architecte. Il est là, il lève la main, je pense. Il est où? Bravo. Ah, il est là-bas. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi aux différents services qui ont contribué, aidé et facilité ce projet, notamment le service des monuments et des sites de l'État de Genève, très important. Je ne sais pas s'il y a un représentant. Merci beaucoup. Vous savez à quel point nous sommes respectueux ici à Genève, enfin on tente de l'être, du patrimoine, et je vous laisse admirer d'ailleurs l'ensemble de cette rue qui est le résultat d'une révolution à Genève. C'est ce qu'on appelle les bâtiments phasistes. C'est donc Fazy qui fait la révolution et qui démolit les murailles et dont il utilise les pierres pour les mettre dans ces bâtiments-là. Enfin, je remercie le service de l'aménagement, du génie civil et de la mobilité de la ville de Genève pour le suivi du dossier et la coordination technique
le service des espaces verts, la police municipale et cantonale, le service logistique et manifestation, l'unité des réceptions qui vous servira le verre de l'amitié, le service des relations extérieures, le service de la voirie ville propre et enfin le service culturel pour la sonorisation. Je propose de les applaudir toutes. Il y a certains, il y a M. Aldi qui est, je sais pas, là-bas, enfin, il y a Mme Reiser, enfin tous les gens qui ont œuvré à cette œuvre commune. Voilà, je vous propose maintenant de dévoiler avec les personnes qui nous ont fait l'honneur de leur présence, de dévoiler cette plaque. Et puis après, je vous invite au Palais Hénard, parce qu'il fait un peu froid, pour le verre de l'amitié, si vous êtes d'accord. Le Palais Hénard se trouve juste, vous prenez la rue là vers l'Arbre, et puis vous découvrirez en montant le Palais Hénard. Vous pouvez rentrer soit par les bastions, soit par la rue de la Croix-Rouge. Voilà, merci beaucoup à vous de votre présence et nous allons officier.
Upravo smo prisustvovali otkrivanju memorijalne ploče našem piscu i diplomati Jovanu Dučiću, a sa nama je doktorka Snežana Janković. Gospođo Janković, kako ste došli na tu ideju da se otkrije memorijalna ploča našem piscu i diplomati Jovanu Dučiću? Još kada sam stupila na dužnost u Švajcarsku pre 4 godine, čitala sam o tome ko je od naših znamenitih ličnosti sve boravi ovde, jer Švajcarska i Srbija imaju dugu istoriju odnosa u kulturi i obrazovanju. Mnoge naše poznate ličnosti su se ovde školovale, tako da smo otkrili da je Jovan Dučić živeo u Ženevi, studirao je na Ženevskom univerzitetu od 1899. do 1906. godine i došli na ideju da, pošto smo saznali da nema takve ploče, što je bilo iznenađujuće, mislili smo da je to neko pre nas verovatno uradio, ali kada smo otkrili da nije, onda smo pokrenuli inicijativu za postavljanje spomen ploče, obratili se gradu Ženeva i oni su nam izašli u susret i evo, danas smo imali ovaj lepi događaj. Upravo to sam htjela i da pomenem, samom otkrivanju memorijalne ploče prisustvovao je gradonačelnik Ženeve, također je prisustvovao i naš pisac Milovan Danojlić. Sutra će također biti održano i njegovo književno veče. O čemu će biti riječi na toj književnoj večeri? Na književnoj večeri ćemo govoriti o stvaralaštvu Milovana Danojlića, zato što je on jedan od naših najpoznatijih, najčitanijih savremenih pisaca, a ujedno je dobitnik nagrade Jovan Dučić, pa nam je bilo drago da može da prisustvuje ovoj ceremoniji i pored toga to je pisac koji živi i u Srbiji i u Francuskoj i stvara, dakle, i u dijaspori i u matici, pa sam pomislila da je bilo lepo da ga pozovem na ovu ceremoniju i da ujedno organizujemo i to književno veče kako bi sa našim piscima u dijaspori podelio svoje iskustva, svoje razmišljanja o tome koje su teme aktuelne u savremenoj književnosti, a posebno iz ove perspektive nekoga ko živi van svoje zemlje, a i dalje mu je glavno oruđe kojim se bavi zapravo njegov maternji jezik, jer je pisac. A pored toga, biće otvoreno književno veče za sve teme koje prisutni budu želeli da pokrenu. Pretpostavljam, biće reči i o Jovanu Dučiću i o njegovoj poeziji, jer gospodin Danojlić je jedan od najboljih poznavalaca Dučićevog stvaralaštva i autor jednog čuvenog ogleda još iz 1978. godine o Jovanu Dučiću, pa se nadam da će nam pročitati i deo toga sutra u ambasadi. Mi se nadamo da će književno veče biti posvećeno. Hvala vam još jednom na ovom razgovoru. Hvala i vama. Sa nama danas u Ženevi je i naš pisac Milovan Danojlić, koji je prisustvovao otkrivanju memorijalne ploče Jovana Dučića. Za sam početak, gospodine Danojliću, kako je na vas uticao rad Jovana Dučića? Ja sam Dučića dosta kasno upoznao, pošto sam pripadao ovoj generaciji koja je došla pravo na modernističku struju 50. godina, ali sam s vremenom doživeo veliku snagu i ozbiljnost njegove lirike, naročito iz ove posljednje knjige koja je štampana u Americi. I to ostaje kao trajan primjer i uzor, pre svega briljantne versifikacije, ozbiljnog, dubokog promišljanja i zrelosti koje on pokazao u tim kasnijim pesmama. Naravno, svet ima svoju predistoriju i dug razvoj, izuzetne lirske poezije, pre svega pesama o prirodi, a onda i ovih duhovnih koje se završavaju pesmama o Bogu. Tako da je to za mene jedan od primjera izgrađenog i velikog pesnika koji je sa izuzetnom snagom i dubinom osjećao naš jezik, njegove moći, njegove mogućnosti, a sve je to usavršio kao boraveći u ovom svetu, u blizini i u samoj francuskoj kulturi, čija ga je sintaksa i lepota naterala
na još veću strogost i ozbiljnost. On je izišao iz Srbije već kao zreo pesnik, znate, bio je već priznat. A ovde u Ženevi, posle u Francuskoj, je svom stihu dao jednu čustinu i snagu koju možda one rane pesme nisu imale. Vrlo zanimljiva ova pojava i primer našeg pravog uklapanja u Evropu, a ne ovog političkog i prinudnog i pod sankcijama i pod ucenama. Onda kad su naši ljudi slobodno odlazili u Nemačku, u Francusku, u Švajcarsku, kasnije u Englesku i primali ono što je tamo najzdravije, da nakaleme na našu osnovu i usaglase sa našim potrebama. Mislim da je to jedan dobar primer, upravo Dučić, ali imate još mnogo takvih primjera. Vi sami pišete i poeziju i prozu i eseje. Šta je ono što vam je najdraže? Da li možete da izdvojite? Ja u osnovi sam pesnik, a poezija nije samo u stihu, ima je u svim oblicima pisanja, tako da toga kod mene ima i u prozi, i u ogledima, i u prepevima. Ja sam mnogo prepevavao pesnike. Kad ste pesnik, onda ste svugde pesnik, znate, nema spasa. Tako da, to je moja lična priča, ali mislim da je danas, pošto je ovo posvećeno Dučiću, da je to zaista dobra ideja da se obeleži, bar na takav način, prolazak njegov kroz Evropu i oplemenjivanje njegove poezije i naše kulture evropskim iskustvom. O čemu je vrlo dobro govorio gospodin Despot. Koliko smatrate da je bitno da srpska reč se čuje, da tako kažemo, u stranim zemljama? Da naši pisci stvaraju i u dijaspori? Budući da i sami živite u Francuskoj. Pa znate kako, to je. Nismo mi mnogo važni, mi imamo naše mesto u našoj kulturi i uspevanje u svetu nije neka velika potreba ni neophodna avantura. Primaju nas onoliko koliko im kad zatreba, znate, kao što znate, to je presićen svet koji ne zna šta će ni sa sobom, a kamoli sa drugima. Naša osnovna obaveza i dužnost je prema našem jeziku, našem narodu i našem čitaocu, a ovo drugo su naši boravci po svetu, gde ponešto damo i mi svetu, a mnogo više primamo od tog sveta. Ali svakako je važno da i naši pisci stvaraju u tim zemljama kako zbog sljedećih naraštaja, zar ne? Pa znate, to sve lične sudbine. Ja sam otišao 80. godina kad je tamo bilo vrlo neprijatno, bar meni. Pa onda se naviknete. Za mene je inostranstvo, znate, neka vrsta vrnjačke banje. Ja tu imam sobu za rad, a ono drugo su mali kontakti s ljudima, svakodnevni. Imam vrlo dobre iskustva sa Francuzima, ali nikad nisam ni pokušavao da uđem u njihov pravi život. Stari narodi, stare kulture, ne možete vi to tek tako dođete pa ste ušli u priču. Da, meni su ti boravci po svetu dosta pomogli, ali samo u meri u kojoj sam ja već imao neke sposobnosti i potrebe da to primim. Inače, zašto čovjek se skloni u jednom trenutku, to su uvek lične priče. Pomenuli ste sada da vam Francuska dođe nešto kao vrnjačka banja, ali gdje crpite inspiraciju? Da li u selu u kom ste rođeni, koje često pominjate, ili ipak u Francuskoj? Francuzi su mi omogućili miran i pristojan život, doduše
mojim radom sam to sebi omogućio u Francuskoj. Ja sam trajno vezan za svoj jezik, svoj zavičaj, za sudbinu toga našeg sveta, kakav je daje. Ali ja vam govorim ovo kao pisac, pa se ako neko inženjer ili neki stručnjak, on može da se dobro uklopi u svet. Pisac ne može, znate. Pisac ostaje trajno vezan za svoj maternji jezik i na to se ne treba žaliti. A boravci u svetu nam pomažu da postanemo malo disciplinovaniji i u svom jeziku, i u svojim osjećanjima i u mišljenju. Sad to je druga priča. Sutra veče će biti vaše književno veče u ambasadi Srbije. O čemu će biti reči? Ne znam, ja bi čitao jedan izbor stihova, znate, to je najlakše. Možda neki razgovor, zavisi od publike. Nisam ništa isplanirao. To je sve zavisi od situacije i od sveta koji bude došao. U redu, to bi bilo to. Hvala vam još jednom, a mi pozivamo sve ljude da sutra dođu u ambasadu Srbije jer će biti književno veče gospodina Milovana Danojlića.